Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être réunis autour de Nelly Buisson. Bonjour. Nous sommes tous là pour vous féliciter avec Christiane Domenech, qui est représentante du Conseil des Sages. Bonjour également. Alors, vous êtes la lauréate du coup de cœur du Conseil des Sages. Vous êtes venue nous parler de votre roman La théière anglaise, paru aux éditions Lucien Souni. Ce coup de cœur existe depuis 2016. Il émane de la commission culture du Conseil des Sages. Je parle sous votre contrôle, madame. Tout à fait. Et c'est un organisme consultatif chargé d'une mission de conseil auprès du maire et du conseil municipal. Tout à fait. Alors, les sages sélectionnent 7 ou 8 titres. C'était le cas cette année. Il y en avait combien? Vous en avez eu à lire? Il y en avait 7. Oui, 7. Et ensuite, donc, vous les avez eus à peu près avant l'été. Oui, en fait, nous commençons notre lecture à peu près au mois d'avril. Nous attendons les parutions en 2018. Et il faut que nous rendions en fait votre copie, votre note de lecture. Copie, voilà, oui, on est enseignant de toute façon, donc ça va très bien. Il faut que nous rendions notre copie début septembre. Donc, et le choix a été difficile cette année? Oui, un petit peu, en ce sens que les ouvrages que nous avons eu à lire étaient vraiment très très différents. Ça allait du roman historique au policier, en passant donc par ce roman que j'ai un petit peu de mal à qualifier. Je vous laisserai ce soir. On va en parler, qu'il y avait le petit truc en plus, en tout cas, qui vous a séduite par le mystère. C'est une enquête. Alors, qu'est-ce qui nous a séduit? Il y a plein de choses qui nous ont séduites. Tout d'abord, le titre lui-même, La théière anglaise. Comment pouvait-on faire un roman qui allait parler d'une théière? En fait, on a vite su pourquoi. Et après, on a suivi avec plaisir les pérégrinations et les recherches donc, de votre héroïne. Et d'autant que ce pourrait être n'importe qui d'entre nous. Je trouve que ce roman, il est bien ancré dans le réel, à la fois par les personnages, et puis aussi parce qu'on peut bien se situer. Il y a des repères à la fois géographiques et historiques. Et ça se passe près de chez nous, en fait. Clervivre. On va développer tout ça. Juste pour finir sur le prix, le coup de cœur des sages. Vous êtes combien de personnes dans le jury? Le jury n'est pas très, très important. Il y a une dizaine de personnes. Il s'est un petit peu étoffé cette année. Disons une douzaine de personnes. Et est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui dans le public aimeraient peut-être participer l'année prochaine au vote? Est-ce que c'est possible? Il faut faire acte de candidature auprès de la mairie de Brive? Ce sont des gens qui sont déjà membres du Conseil des Sages. Mais le Conseil des Sages comporte plusieurs commissions, si vous voulez. Donc, l'année dernière, nous avons lancé un appel hors commission de la culture et des dames sont venues nous rejoindre. Je dis des dames parce que les lecteurs sont essentiellement des femmes. Voilà, on a des messieurs aussi que je salue. Donc, c'est un livre en plus qui peut intéresser, je pense, autant les hommes que les femmes. Il y a deux messieurs. Et qui a fait le travail de présélection? Parce que vous me disiez que vous n'en avez lu qu'une dizaine. Alors, le travail de présélection, moi, je l'ai fait avec l'aide d'un libraire briviste. Voilà. Vous pouvez peut-être donner son nom? Tout à fait, Cultura. Très bien. L'année dernière, vous aviez couronné le Yves Aubard, Le sang et la pierre. C'était aux éditions du Geste. Et en 2016, c'était la première année de ce coup de cœur. C'était Jean-Marie Chevrier. Tout à fait. Pour Le dernier des Baptistes, paru chez Albin Michel. Très beau livre. Magnifique. Magnifique. Et cette année, c'est Nelly Buisson qui est à ma gauche que nous recevons aujourd'hui au Salon du Livre de Brive avec La théière anglaise. Alors, ce n'est pas du tout votre premier roman. Vous êtes déjà l'auteur de 4 autres livres. La maison du bout du village, paru en 2014, toujours chez Lucien Souni, qui depuis est paru en poche d'ailleurs, et qui est en e-book, qui peut se lire, qui peut se télécharger. Et votre éditrice me disait qu'il marchait très très bien. Oui, puisque j'ai eu la surprise de constater qu'il était top des ventes sur un site bien connu en e-book. Donc, j'en étais ravie, bien sûr. Mais il continue d'intéresser beaucoup de gens. Oui. C'est-à-dire qu'il traite d'une histoire de guerre qui s'est réellement passée. Je pense que c'est ça qui a attiré les gens. Voilà, parce qu'en plus du côté romanesque, il y a le côté histoire vraie. Je pense que les gens attendent aussi
je crois que les gens aiment beaucoup ça. Vous avez ensuite écrit donc Le Jardin de Madeleine en 2015, L'autre côté du chemin en 2016 et Les Simples de la Saint-Jean l'année dernière. Donc là, en ce moment, vous avez une bonne production. Voilà. Un par an. Un par an, mais je vais me calmer un petit peu. Parce maintenant. que vous êtes à la retraite, vous étiez institutrice auparavant. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Et donc, je me suis mise à l'écriture à la retraite. Et comme j'expliquais à madame, c'était un peu un défi que je me lançais. Parce que, bon, en fait, je me croyais totalement incapable d'écrire ce genre un roman. Et je me suis lancée en me disant, bah, après tout, pourquoi pas. Et finalement, voilà, Lucien Souni, à l'époque, donc, a eu la gentillesse de me prendre comme auteur. Voilà, et maintenant, Véronique a pris la suite. Et auparavant, vous vous intéressiez beaucoup à une matière qu'on appelle la toponymie. Ah oui, c'est comme vrai. ça que vous avez rencontré les éditeurs de Lucien Souni. Qu'est-ce que la toponymie? Alors, la toponymie, c'est l'étude des noms de lieux. Et je suis passionnée d'histoire locale et d'histoire en général, mais surtout d'histoire locale. Et la toponymie a forcément un rapport avec l'histoire, puisqu'il nous parle, les noms de lieux nous parlent de ce qu'étaient ces lieux avant. Donc, j'ai découvert par exemple qu'une région qui est complètement déserte maintenant s'appelait la Pommeraie, donc la plantation de pommiers autrefois, par exemple. Et il y a énormément de noms de lieux qui ont rapport avec l'industrie passée, les hauts fourneaux, ou alors les cultures. Donc, c'est passionnant, mais c'est très prenant. C'est comme ça que vous avez les idées de vos livres, que vous puisez une matière pour maintenant écrire vos livres? Voilà, et notamment pour mon premier roman, j'ai inventé, connaissant un petit peu la toponymie, j'ai inventé les noms des deux villages, voilà. Des lieux dits. Voilà. Alors venons-en justement à la théière anglaise. Donc cette théière, c'est une découverte qui va être faite par une jeune femme, une jeune fille, Marion, qui a à peine 25 ans, qui vient de décrocher son premier job. Voilà. Donc le livre s'ouvre sur une note très positive. Elle vient d'être embauchée dans une librairie comme libraire. On comprend qu'elle a attendu cela depuis un certain temps. Comme beaucoup de jeunes. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident de rentrer dans le monde du travail dès qu'on sort de la faculté ou d'avoir terminé ses études. Et là, elle arrive chez ses parents, c'est la fête. Voilà. Elle est accueillie avec joie par ses parents. Elle est fille unique. Elle est fille unique, très couvée par ses parents, et elle va basculer quasiment instantanément de l'enfance, enfin de l'adolescence plus exactement, à l'âge adulte. Et finalement, elle est prise entre deux sentiments, entre la peur et l'exaltation, parce que ça y est, elle va vivre enfin pour elle va être libre. Elle dit, bon, je pourrais même manger seulement un yaourt si j'en ai envie. Voilà, des choses comme ça, des petites choses. Mais, et on sent les parents complètement, enfin, ils sont complètement en détresse de voir que ça y est, leur petite fille leur échappe. Et on va voir Marion devenir de plus en plus adulte au fil du roman. Alors, comme toutes les jeunes filles qui vont s'installer, elle est à la fois excitée et en effet un petit peu inquiète. Et elle se dit qu'elle va pouvoir enfin avoir ses propres meubles aussi, vivre seule dans son premier studio peut-être. Et elle demande la permission d'aller au grenier pour fouiller dans les vieux meubles des grands-parents. Et les parents sont un petit peu étonnés, dubitatifs. Ils lui disent, oh, tu sais, il n'y a que des vieilleries. Voilà. Et alors, elle fouille et elle trouve cette théière. Elle trouve cette théière. Alors, l'histoire de la théière, c'est une histoire vraie, puisque moi, je l'ai moi-même trouvée dans le grenier de mes grands-parents. Hélas, la mienne était vide, ne contenait ni bijoux, ni adresse. Mais elle provenait réellement d'une famille alsacienne. Alors, on raconte aux lecteurs, aux futurs lecteurs qui nous écoutent, oui, que cette théière, elle est bien emballée, elle est dans une boîte, dans un papier. Et à l'intérieur, on trouve d'abord un petit rouleau de papier avec une adresse. Voilà, l'adresse d'une femme en Alsace. Puis un bijou. Et il faut préciser également que les papiers qui emballent la théière datent de 1939, donc le début de la guerre et l'arrivée des Alsaciens. Et un bijou. Et ce bijou est de valeur puisque Marion le fait estimer et elle estime ne pas devoir le garder. Ce bijou, alors,
Elle est, dans un premier temps, elle pense rendre ce bijou à la personne, enfin, du moins à la famille. Peut-être à cette femme ou aux descendants à la famille de cette femme. voilà, aux descendants de cette femme. Et elle a une autre quête. Elle veut être certaine que ce bijou ne provient pas d'une action malhonnête de son arrière-grand-père pendant la guerre. Et oui, il y a cette crainte sur cette période. Voilà. J'imagine que dans toutes les familles, c'est pareil. On n'en est pas toujours au courant de ce qu'ont fait nos aïeux, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Voilà. Donc c'est vrai que la date de 1939 est mystérieuse. Elle questionne son père et qui lui apprend tout d'abord que son grand-père, donc l'arrière-grand-père de Marion, Oui. a aidé des Alsaciens à s'installer, les a recueillis pour un temps donné, quand les Alsaciens ont dû quitter leur région. Voilà. Les Alsaciens ont été évacués, les Alsaciens de la région de Strasbourg ont été évacués en 1939. C'était lié à la construction de la ligne Maginot. Donc on les a priés de partir de chez eux. Prier, c'est un mot, vous le comprendrez, voilà, un peu léger. Parce qu'on craignait pour leur vie et on craignait également qu'eux-mêmes ne gênent également les troupes dans cette partie. Ils sont partis du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'ils ont tout laissé. Et alors, des trains avaient été prévus donc au départ de la gare de Strasbourg, mais beaucoup sont partis par leurs propres moyens parce que les trains n'ont pas pu amener tout le monde. Voilà comment ils se sont retrouvés en Dordogne et en Haute-Vienne. C'est le cas d'Albert, que Marion finit par retrouver, qui est donc l'époux de la dame de la théière, voilà. qui lui était médecin et qui a pu partir en voiture, qui a pu partir par ses propres moyens. Oui. Ils avaient une petite fille, Alice. Alice, oui. Mais son épouse était en mauvaise santé et il décide quand même de partir. Voilà. Et donc, on arrive au premier mystère. Bon, dans le livre, cette dame est décédée avant d'arriver en Dordogne. Donc, elle n'a pas pu donner ou offrir voilà. cette théière. Donc, elle n'a pas pu offrir la théière et elle n'a pas pu laisser son adresse. Or, l'adresse porte bien le nom de Madame Betzinger. Donc, c'est un premier mystère. On va s'arrêter là, peut-être, voilà. Parce que sinon, on va s'aborder la lecture et le plaisir de découvrir les nombreux mystères qui jalonnent le roman. Mais vous l'avez compris, c'est un livre d'aventure, d'enquête. Alors, il n'y a pas de policier pour mener l'enquête. Ce sont deux jeunes filles, Marion et Caroline, qui sont deux amies et qui vont en profiter pour faire aussi un tour de France. Un tour de France, oui, enfin pas vraiment. Elles vont d'abord en Alsace, forcément, puisqu'elles veulent retrouver la trace de cette famille. Et elles découvrent l'Alsace. Alors c'est Caroline qui est la dernière, Caroline qui pousse, qui a toujours voulu voyager, souhaité voyager, qui est un peu le contraire de Marion. D'ailleurs, une est très brune, l'autre est très blonde. Et ensuite, donc, on va aller dans un deuxième temps, on va aller sur la côte royanaise, à Saint-Palais-sur-Mer. C'est une région que je connais très bien, donc j'ai pu décrire tous les lieux. Alors, je vous signale que tous les lieux existent vraiment. Donc voilà, et donc on voyage de Bordeaux à l'Alsace, à Saint-Palais-sur-Mer, en passant par le Périgord. Et je dois dire que votre roman, de ce point de vue, est assez grand public. Il peut vraiment être offert même à des adolescents. Parce qu'il y a ce côté roman d'apprentissage, avec les premiers amours, la vie qui prend un virage important, puisque Caroline et Marion sont séduites par des garçons, dont un en particulier qui a une importance dans le roman. Je ne vais rien dévoiler, mais c'est aussi un moment, un tournant dans sa vie de femme, puisqu'elle sent que ce sont des rencontres importantes. Bien sûr. Alors Marion va commencer sa vie de femme. Elle commence sa vie de femme donc en s'installant toute seule et en tombant amoureuse quasiment pour la première fois. Mais on ne sait absolument pas si cet amour est partagé, s'il va déboucher sur quelque chose. Et Caroline aussi. Caroline, un coup de cœur pour un jeune homme également. Donc voilà. Et c'est le premier roman, je crois, où il y a ce côté sentimental.
dont je n'ai absolument pas l'habitude, je dois bien. C'est la première fois que vous vous jetez dans le bain Pardon ? C'est la première fois que vous vous jetez dans ce bain-là du roman sentimental ou disons. Alors, pas réellement, parce que dans tous mes autres romans, il y a bien sûr un côté sentimental, mais pas autant que dans celui-ci. Mais les lecteurs comprendront pourquoi j'ai introduit cette histoire d'amour. On ne pouvait pas passer à côté de toute façon. Elle était, elle était nécessaire pour l'histoire. Un autre thème très important du livre, qui est complètement historique, c'est le vol des œuvres d'art qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la restitution ou non de ces œuvres d'art après, qui a été compliquée, puisque donc, dans le cas d'Albert, lorsqu'il revient chez lui en Alsace, sa maison est totalement détruite. Et il avait caché des tableaux derrière un mur, et là, ils n'y sont plus. Voilà, alors c'est arrivé à beaucoup d'Alsaciens lorsqu'ils sont revenus chez eux, puisqu'ils ont découvert leur maison, puisque l'Alsace à ce moment-là était devenue allemande, et ils n'étaient pas forcément au courant d'ailleurs de cela lorsqu'ils sont rentrés, et ils ont retrouvé leur maison détruite, et tout était à reconstruire. Et effectivement, la famille Betzinger était une famille riche. Et donc, Albert avait acheté des tableaux de maîtres. Alors, au début, on ne sait pas trop. Et puis, on sait qu'il y a un Matisse qui était caché, qui a disparu. Et ceci est vrai. Alors, le Matisse dont il est question s'appelle La femme debout. Il n'existe que des croquis portant ce titre-là, mais La femme assise de Matisse existe réellement. Qui est très connue, qui est bleue. Voilà. Et c'est un tableau qui avait été volé effectivement pendant la guerre et qui appartenait, je crois, à la famille d'Anne Sinclair et qui a été restitué. Et ce mouvement de spoliation, après les familles spoliées qui ont aussi passé plusieurs années parfois à retrouver les œuvres en Allemagne, à retrouver le fil, de savoir quels officiellement avaient pu les voler ou s'ils avaient été retrouvés dans des musées. Est-ce que vous êtes particulièrement intéressé à ce sujet pour le livre? C'était quelque chose qui vous touchait personnellement avant? Alors, je suis peintre amateur moi-même, donc la peinture m'intéresse forcément. Et je connaissais l'existence de ces musées de récupération, alors qui ne sont pas des musées spécifiques. Tous les musées nationaux peuvent être musées de récupération. Donc, à la fin de la guerre, les musées de récupération ont récupéré donc 60 000 œuvres dans leurs réserves. Actuellement, il en reste encore 2000. Dont on n'a pas retrouvé les propriétaires. Donc, la plupart ont été restitués, mais il en manque encore. Et les propriétaires, les descendants des propriétaires ont toute leur vie pour pouvoir les réclamer? Oui, mais il y a des recherches qui ont été faites d'ailleurs, mais parfois il ne reste personne. Voilà. Ou alors le tableau avait été acheté sans qu'on le sache et personne n'est au courant de l'existence de ce tableau. Donc voilà, il reste. Alors si vous avez des œuvres à récupérer, il y en a encore 2000. Alors, votre éditrice me disait que vous aimiez écrire des histoires qui parlent à tout le monde. Ça, c'est vrai dans chacun de vos romans. Vous aimez être à portée de voix, à portée de mots d'un large public. C'est-à-dire que même si vos livres sont assez historiques, vous ne partez pas dans des digressions trop compliquées. Alors, mes livres, lorsque j'ai terminé l'écriture d'un livre, je fais lire le manuscrit à plusieurs tranches d'âge. Alors, j'ai mes petits lecteurs, donc j'ai une adolescente. Ensuite, j'ai mes filles qui sont jeunes adultes. Et ensuite, souvent ma maman. Donc, j'ai... Vous avez un large panel de lecteurs. Voilà. Et en principe, les trois, lorsque ça plaît aux trois, c'est bon. Voilà. Et à votre éditrice aussi. Et à mon éditrice, forcément, mais c'est la principale, bien sûr.
Et qu'est-ce qui vous fait prendre un sujet? Qu'est-ce qui vous convainc à vous emparer d'un sujet pour passer ensuite une année ou deux ou plus Alors, les idées, bon, quelquefois, il suffit de très peu de choses, d'une anecdote, parfois, quelque chose que j'apprends comme ça, c'est ce qui s'est passé pour celui que je suis en train d'écrire, ou alors une histoire que j'ai entendue il y a longtemps, peut-être dans mon enfance, comme pour le premier. Bon, la théière, c'était facile puisque j'avais toujours eu envie d'écrire autour de cette théière que j'avais découverte. Mais je n'arrivais pas à entrer dans l'histoire. Je ne voyais pas comment la mener à bout. Mais il y avait également l'histoire d'une maison qui m'intriguait beaucoup sur la côte royanaise. Voilà, Royan, maison qui existe réellement, alors que j'ai appelé la maison du colonel, qui s'appelle en réalité la maison du docteur. Et l'histoire de cette maison est parfaitement exacte. Donc, c'est une maison qui nous intriguait énormément lorsque nous étions enfants. Nous allions y jouer, voilà. Et donc, il suffisait de faire le lien entre les deux. Et le roman est parti comme ça. Alors, vous me parlez justement de votre enfance, de vos souvenirs d'enfance dans cette région. Le coup de cœur des sages, c'est un prix local, régional, avec donc des personnes qui peuvent aussi se reconnaître dans votre roman. Peut-être que parmi vous, dans votre famille, madame, ou des amis, vous avez eu des personnes qui ont accueilli des Alsaciens. Vous aviez entendu parler de ces histoires? Non, je ne connais personne qui ait accueilli les Alsaciens. Mais j'avais entendu parler de l'hôpital de Clervivre et des médecins alsaciens qui s'y étaient réfugiés parce que mon père avait été consulter un de ces médecins. Donc, si vous voulez, je me suis dit, j'ai entendu parler de ça. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que dans cet ouvrage, on peut vraiment se situer à la fois sur un plan de l'histoire avec un grand H, et puis aussi sur le plan de la géographie. Vraiment, moi je trouve que c'est un roman qui est agréable à lire parce qu'il est très ancré dans le réel. Et ça c'est important. En plus, le style est très alerte, c'est très agréable à lire. Moi j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Merci beaucoup. Et les deux héroïnes, Marion et Caroline, sont enjouées. On les suit avec plaisir. Elles sont sympathiques. On aurait envie que elles soient nos amies. Ce sont de toutes jeunes adultes, encore un peu adolescentes, il faut bien le reconnaître, oui. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à Clervivre, il faut savoir également que la mairie de Strasbourg était située à Périgueux, donc dans mon département. Et c'est vrai que voilà, la Dordogne a un très très lourd passé. On est jumelés, énormément de villages sont jumelés avec des villages. Donc vous avez gardé une amitié parfois entre les familles, administrativement parlant aussi, entre les mairies? Exactement. Et le village que j'ai choisi est jumelé avec un village du sud de la Dordogne, mais il existe réellement, Mackenheim existe réellement. Oui. Madame Domenech, je vais vous redonner la parole parce que je crois que vous aviez une petite surprise à offrir à Nelly Buisson. Oui, c'est le moment. Oui, bien écoutez, on va vous offrir un petit souvenir de votre passage à Brive à la foire du livre. Alors, non, ça va aller, merci. La théière, une autre théière. C'était vraiment elle le est cadeau magnifique. prédestiné. Elle est magnifique. Et je dois préciser que cette belle théière a été réalisée par un artisan d'art briviste. Et monsieur est d'ailleurs ici au premier rang dans la salle. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, bravo. Je suis très touchée, vraiment. Peut-être que vous pouvez venir monsieur sur le plateau, comme ça on vous apercevra. Et puis vous pouvez nous expliquer comment vous avez réalisé cette théière. Oui, bonjour. J'ai eu le privilège d'avoir été sollicité par le Conseil des sages pour vous réaliser ce prix, le coup de cœur du salon de Brive. Et franchement, vous m'avez facilité la tâche parce que quand j'ai su que le titre de votre livre était La théière anglaise, je pense que c'était tout trouvé. Voilà, j'espère que cette réalisation est quand même à la hauteur de votre ouvrage. Elle est superbe et je dois dire que ça me fait d'autant plus plaisir que depuis la découverte de ma fameuse théière, je collectionne les théières. Donc voilà. Je pense qu'une comme celle-là,
Celle-ci, unique, ça ouais. sera le Ouais. clou de la collection. Complètement unique. Vous aurez une théière briviste. Tout à Merci fait, beaucoup, tout monsieur. à Alors, fait. comme à Brive, il y a aussi un marché qui fait partie presque du patrimoine, hein, chanté par Brassens, tout le monde le sait. Donc voici un ouvrage au marché de Brive-la-Gaillarde. Et puis, bien Oh, c'est entendu, magnifique. quand on parle de Brive, Je vous montre. on ne peut pas parler de Brive sans parler rugby. Alors peut-être vous n'êtes pas vous-même une passionnée de rugby, mais je suppose que dans Vous votre trouverez entourage, autour de vous, Voilà, sûrement. mais, il y aura des amateurs. Oui, mais je peux m'y mettre. Donc- Pas au rugby, pas au rugby. Peut-être pas, mais enfin... Donc écrit également par un briviste, François Duboisset, donc Ah, ancien je- rugbyman. Je vous remercie Merci beaucoup. infiniment. Merci Madame Domenech, merci au Conseil des À vous. Sages, à la Merci ville à de vous. Brive, merci Nelly Buisson et encore une fois félicitations. Merci à vous. Donc votre titre, votre livre La théière anglaise, paru aux éditions Lucien Souni.